La semaine dernière, les attaques israéliennes et les ripostes iraniennes ont endommagé les infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar, notamment le gisement gazier de Ras Laffan. Les répercussions de cette attaque sont déjà immenses et mondiales. Le prix du gaz est en forte hausse et les méthaniers changent de route pour aller au plus offrant. Alors, face à ces hausses, l'Europe tente de s'organiser. Elle avait déjà revu son approvisionnement en énergie, pétrole et gaz en 2022, suite à l'invasion russe de l'Ukraine, mais elle se retrouve aujourd'hui heurtée de plein fouet par ces nouveaux bouleversements. Alors, a-t-on tiré les leçons de la crise énergétique de 2022 ? Les crises énergétiques peuvent-elles servir de déclic pour la transition vers les énergies renouvelables ? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Alice Moscovici. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en politique industrielle et énergétique au Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Nous avons évoqué l'attaque qui a eu lieu hier soir contre les installations énergétiques de Ras Laffan. Malheureusement, cet acte de sabotage n'est rien d'autre qu'une escalade agressive et irresponsable de la part de l'Iran. Cette attaque a eu lieu alors même que le Qatar a, dès la première heure, condamné les attaques israéliennes sur les installations énergétiques de l'Iran. Malgré cela, la réponse de l'Iran aux attaques israéliennes a été de frapper le Qatar. Cette attaque a eu des répercussions majeures sur l'approvisionnement énergétique mondial. Des propos tenus par le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani. Et pour commencer, Alice Moscovici, que pensez-vous de cette expression qui fait florès depuis plusieurs jours désormais, l'expression de guerre du gaz ? Sommes-nous bel et bien entrés dans ce conflit qualifié de guerre du gaz ? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, si on se concentre sur l'Union européenne, on est beaucoup plus exposé finalement à la volatilité des prix du gaz sur les marchés mondiaux. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'après la crise énergétique de 2022, on a réduit donc nos dépendances à la Russie, nos importations par gazoduc russe, et on a finalement augmenté notre part de gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié qui est aussi appelé GNL, qui est finalement du gaz qui est transporté par bateau. On a augmenté cette part de 20% à 45% aujourd'hui. Donc on a certes diversifié nos approvisionnements, mais on se retrouve comparativement plus exposé à la volatilité des prix de marché, ce qui explique qu'aujourd'hui on a des impacts assez importants en Europe. Face à cet accroissement de la demande de GNL, de gaz naturel liquéfié, quel rôle a joué le Qatar ? Est-ce que c'est un producteur important ? C'est lui, en l'occurrence, c'est ce pays-là qui a été touché par les tirs il y a quelques jours. Oui, alors le Qatar est un producteur important, mais je pense que la région même en général, faut bien comprendre que par le détroit d'Ormuz, avant les frappes israéliennes, transite 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Donc c'est un point absolument stratégique. L'Union européenne finalement importe peu du Qatar, on parle de moins de 5% de nos importations de gaz, mais comme je le mentionnais avant, on est exposé au prix de marché, donc à partir du moment où vous avez des importations d'une région aussi stratégique qui vont s'arrêter, c'est tout un marché qui va finalement se tendre. Pourquoi la période, par ailleurs, n'est pas anodine ? Pourquoi est-ce que ce problème, au fond, est décuplé aujourd'hui parce qu'il se situe en mars ? Quel impact aujourd'hui, notamment sur les besoins en gaz, notamment pour préparer l'hiver prochain ? Alors aujourd'hui, si on s'intéresse par exemple aux impacts sur les factures, par exemple pour les ménages, l'impact finalement sur les factures ne se fera ressentir qu'en mai. Donc on sera en fin de période hivernale, en fin de période de chauffe. Donc Bercy mentionne quelques euros en plus sur les factures. Donc on est certes en fin de période hivernale, mais on commence finalement notre campagne de remplissage de nos stocks en prévision de l'hiver prochain. Donc on a des stocks stratégiques de gaz qui représentent 25% de notre consommation hivernale. Donc c'est maintenant qu'on achète le gaz pour l'hiver prochain. Ça se fait pratiquement un an en avance ? Exactement, c'est une campagne qui débute normalement début avril, donc on va y arriver. Et puis côté asiatique, il y a aussi un besoin extrêmement fort, notamment pour faire marcher la climatisation qui entre là à plein effet. Exactement, vous avez d'un côté donc, les pays asiatiques qui, eux, vont avoir besoin de gaz donc, pour la climatisation. Et d'un autre côté, nous, Européens, qui commençons cette campagne de remplissage. Il faut également noter que
cette tension, elle est exacerbée par le fait que nos réserves de gaz sont actuellement au plus bas, qu'à moins de 30%. Quand on compare finalement à la moyenne des 5 dernières années, on est 13 points en dessous en termes de taux de remplissage de gaz. Donc il y a une tension forcément qui se crée sur le marché. Et puis le gaz naturel liquéfié, par définition, il peut être rerouté en fonction du prix. Et c'est ce qu'on voit actuellement. On a des pays asiatiques, donc pas tous, hein, évidemment, je parle principalement de la Chine, du Japon, de la Corée, qui sont en mesure en fait de renchérir les prix du gaz et qui vont donc attirer des cargos qui étaient destinés pour livraison à l'Europe jusqu'en Asie. Je voudrais vous faire entendre la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle s'exprimait le 3 décembre dernier. Je vous ferai réagir ensuite. Au début de la guerre, nous versions à la Russie 12 milliards d'euros par mois pour l'achat de combustibles fossiles. Aujourd'hui, ce montant est tombé à 1,5 milliard par mois. C'est toujours trop. Nous aspirons à le ramener à zéro. Aujourd'hui est en effet un jour historique pour notre Union. Hier soir, nous sommes parvenus à un accord provisoire sur la proposition de la Commission visant à supprimer progressivement les combustibles fossiles russes. Nous tournons la page et nous la tournons pour de bon. C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance énergétique totale de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Les experts diront, Alice Moscovici, que ce discours tenu par la présidente de la Commission européenne ressemble pratiquement mot pour mot ressemble au discours, tenu par elle-même 3 ans auparavant, en 2022 en l'occurrence, lorsque il y avait déjà une crise énergétique. En 3 ans, l'Europe n'a rien fait, l'Europe n'a pas réussi à changer de modèle ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on s'intéresse d'abord au pétrole, on voit que donc, l'Union européenne... C'est vrai qu'elle employait les mêmes mots tout de même. Oui, c'est vrai. L'Union européenne, en ce qui concerne le pétrole, a mis en place un embargo en 2022. Qu'aujourd'hui, quand vous regardez les importations européennes, on a encore la Hongrie, la Slovaquie qui bénéficient de dérogations finalement pour importer du pétrole russe, mais dérogations auxquelles la Commission européenne compte mettre fin avec un texte qui sera présenté à la mi-avril. Et puis si on regarde finalement le gaz, la Commission européenne a finalement mis en place des interdictions plus progressives, plus par étapes, pour éviter finalement qu'on ait un effet trop important sur les prix. Si on regarde finalement le planning actuel, on arrêtera d'importer du GNL, donc du gaz naturel liquéfié russe, début 2027 et du gaz par gazoduc russe à l'automne 2027. Donc fin 2027, normalement, on devrait avoir réduit complètement notre dépendance énergétique à la Russie. À l'égard de la Russie seulement, est-ce que cela signifie que l'Europe, l'Union européenne sont pour autant indépendantes ? Est-ce qu'on a plutôt transformé une indépendance pour une autre ? Et par exemple, sommes-nous désormais dépendants des États-Unis ? Alors, évidemment, on n'a pas fait les choses de la meilleure des manières. On a certes réduit nos importations à l'égard de la Russie, mais il a fallu aller chercher finalement du gaz autre part. Gaz qu'on est allé chercher aux États-Unis, malheureusement les États-Unis de Donald Trump. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, on se souvient un petit peu du contexte de guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis de Donald Trump. L'Union européenne s'est finalement engagée, pour faire plaisir à Trump, à acheter l'équivalent de 750 milliards de dollars de produits énergétiques sur 3 ans, dont du GNL. Donc aujourd'hui, on a augmenté nos importations de gaz des États-Unis. On en importe aujourd'hui 25%. C'est un chiffre qui pourrait bondir à 40% si cet accord était mis en place comme c'est écrit actuellement. Or, 40%, c'est à peu près exactement la dépendance qu'on avait à la Russie avant la guerre en Ukraine. Donc on peut dire, oui, qu'on a certes diversifié des approvisionnements, on est moins dépendant d'un seul partenaire, mais finalement, on n'a pas structurellement réduit notre dépendance aux énergies fossiles. Je voudrais vous livrer les propos tenus par Natalia Fabra, spécialiste de l'énergie et professeure d'économie au Center for Monetary and Financial Studies, un centre de recherche installé à Madrid. Elle se livrait au Monde et expliquait: les documents de l'Union européenne sont pleins de bonnes intentions pour découpler les prix du gaz et de l'électricité, mais les États membres n'ont pas fait leur travail. Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette citation et au-delà, expliquez-nous quel est l'enjeu de ce découplage des prix du gaz et de l'électricité.
Oui, alors il faut comprendre d'abord comment les prix de l'électricité sont fixés de manière générale dans le marché européen. On applique, le marché de l'électricité fonctionne sur le principe du ordre du mérite, merit order en anglais. Comment ça fonctionne? Pour répondre finalement à une demande en électricité, on va produire en appelant les centrales dont le coût marginal de production est le plus faible d'abord. On va d'abord avoir les renouvelables avec l'éolien, le solaire, puis on va avoir l'hydraulique, puis le nucléaire, et puis vient la centrale à gaz. Et en fait, c'est la dernière centrale appelée qui va fixer le prix de l'électricité pour tout le monde. Ce qui explique en fait que vous allez avoir des États membres dont le mix électrique est encore très dépendant du gaz. On va avoir finalement plus de moments dans l'année où le gaz viendra fixer le prix de l'électricité. En France, c'est important de comprendre qu'on a quand même la chance d'avoir un mix électrique qui est à 95% décarboné, donc on dépend peu du gaz. Si on compare, on a des pays qui sont beaucoup plus dépendants. Je pense à l'Italie, aux Pays-Bas, à l'Irlande également. Donc voilà, c'est... Ces 3 pays, par exemple, si l'on prend Alice Moscovici, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, comment justement eux qui sont bien plus dépendants du gaz pour leur électricité, comment alors organiser un tel découplage? Vous voulez dire comment finalement découpler le prix de l'électricité à la volatilité des prix du gaz? Exactement. Bien, tout simplement en développant de la production de renouvelables, du nucléaire en ce qui concerne le cas français, pour finalement augmenter la production d'électricité par du bas carbone, tout simplement. On reviendra au gaz. Je voudrais par ailleurs citer le président de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, Faith Birol, qui expliquait que on traverse peut-être l'une des pires crises énergétiques jamais vécues depuis les années 70. 11 millions de barils par jour ont été perdus selon l'Agence internationale de l'énergie. Est-ce que vous êtes là aussi d'accord, Alice Moscovici, avec le diagnostic qu'il pose sur la situation? Alors, le diagnostic, c'est vrai qu'il est inquiétant. Il est aggravé notamment par les attaques sur les infrastructures énergétiques qu'on a pu voir dans les derniers jours. Je pense notamment à la centrale de liquéfaction au Qatar qui a été attaquée et qui est responsable pour la production de ce gaz naturel liquéfié. Donc non seulement avant ces attaques sur les infrastructures énergétiques, on avait des opérations qui étaient à l'arrêt, Mhm. mais aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'un redémarrage en pleine capacité pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Donc c'est vrai que finalement, à moyen ou à long terme, la situation risque de s'empirer. Mais si je reste tout de même un instant sur le pétrole et si je prends le cas spécifique de l'Europe, à quel point le vieux continent est-il exposé justement à ce choc, à ce pic pétrolier? Alors si on le voit sur le pétrole, on voit que le cours du baril de Brent a doublé depuis le début des attaques, a dépassé les $100 le baril de Brent. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un effet de translation qui est quasi immédiat sur les prix à la pompe, sur les prix du carburant, qui augmente selon l'OFCE environ 22%. Donc on voit que l'Europe est complètement exposée à ce choc-là. Je voudrais vous faire entendre maintenant les propos du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il expose ces conflits et le rapport de force qu'il tente d'imposer avec l'Ukraine. La position hongroise est très simple. Nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine dès que nous aurons notre pétrole, qui est actuellement bloqué par eux. D'ici là, aucune décision favorable à l'Ukraine ne sera soutenue par la Hongrie. Nous attendons le pétrole. Sinon, tout le reste n'est qu'un conte de fées. Nous ne croyons donc qu'aux actes. D'ici là, nous ne pouvons soutenir aucune proposition en faveur des Ukrainiens. Rappelez-nous pour commencer, Alice Moscovici, quel est l'enjeu pour le Premier ministre hongrois? Qu'attend-il de l'Ukraine justement vis-à-vis de son pétrole? Alors, le contexte est très simple, c'est que la Hongrie dépend énormément du pétrole russe qui est acheminé par l'oléoduc Druzhba, qui aujourd'hui a été endommagé par les frappes entre l'Ukraine et la Russie. Par les frappes russes, il faut le préciser. Oui, par les frappes russes, pardon. Et aujourd'hui, donc, ce pétrole russe ne peut plus être acheminé vers la Hongrie. Et aujourd'hui, on a une situation où, on l'a entendu, Viktor Orban conditionne finalement le déblocage de cette aide. On parle de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. À la restauration des flux pétroliers avec la Russie. Comment se fait-il que la Hongrie en particulier puisse continuer depuis le début de la guerre en Ukraine d'importer du pétrole russe et ce, malgré la politique de la Commission européenne, malgré la politique en général de l'Union européenne et des États membres de l'Union?
La Hongrie et la Slovaquie, je le mentionnais, bénéficient de dérogations parce qu'ils ont, ils ont d'abord des dépendances qui sont plus importantes par rapport à d'autres États membres européens. Et puis, ils ont un enclavement qui fait que ça peut être plus compliqué pour eux de sortir de la dépendance par rapport à d'autres pays. Et alors justement, donc, face, à cette, guerre, Alice Moscovici, comment peut, justement comment l'Ukraine peut-elle, tenter de s'en sortir et d'articuler une politique, énergétique, cohérente? Est-ce qu'elle aura de toute façon, l'obligation pratiquement de céder, à la Hongrie? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'avant le européen de la semaine dernière, l'Ukraine a accepté une aide à la fois technique, mais à la fois Mmh. financière, de la part de l'Union européenne pour favoriser la restauration de ces flux pétroliers. Je dirais que la prochaine porte ouverte, malheureusement, ça va peut-être être les élections hongroises du 12 avril prochain, en espérant que on ait un nouveau leader hongrois qui permette le déblocage de cette aide. Comment est-ce que vous analysez, dans le fond, ce que l'Europe, pourrait tenter de faire face à ces crises, énergétiques, multiples qui, voient le jour, depuis, 2022 au moins? Est-ce que cela signifie, à votre sens, qu'il s'agit désormais, d'accélérer, la décarbonation? Alors oui, ces crises répétées, évidemment, nous font nous mettre face à la réalité qui est que nous sommes structurellement dépendants des énergies fossiles. Et ces deux crises doivent être finalement des déclics pour à la fois se décarboner, mais pour finalement la solution, tout le monde la connaît, ça va être l'électrification des usages, couplée à un mix électrique qui est décarboné, nous permettrait de sortir finalement des énergies fossiles. Alors l'électrification, des usages, expliquez-nous, justement de quoi il s'agit. Là aussi, quand on regarde, les chiffres, on va commencer par la France. Prenons, le cas français. Lorsqu'on regarde, les choses dans le détail, on lit souvent que la France produit, plus d'électricité que son économie et sa société sont capables, d'en absorber. Alors comment on l'explique justement que cette électrification ne voit pas le jour plus rapidement en France particulièrement? Oui, vous faites bien de le dire. Ça fait plusieurs années qu'on a des records d'exportation d'électricité et qu'en face, on a une demande en électricité qui stagne et ce depuis plusieurs décennies. Je tiens d'ailleurs à mentionner que ce n'est pas seulement un phénomène français. C'est un phénomène qu'on observe à l'échelle européenne également. Il y a plusieurs raisons qui font que la demande en électricité ne décolle pas. Par demande en électricité, pour que tout le monde comprenne, on parle de passer à un véhicule électrique, d'installer des pompes à chaleur, pour les industriels de décarboner, d'électrifier leurs procédés industriels, etc. Il y a différents obstacles. Le premier et le plus important, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas un prix qui est assez incitatif pour que les ménages, finalement, s'électrifient. Aujourd'hui, à l'échelle française, l'électricité coûte 2 fois plus cher que le gaz. Et finalement, cette distorsion que l'on observe dans les prix, elle est due à une fiscalité qui est plus avantageuse, envers le gaz qu'envers l'électricité. Donc, si je me permets de rester un instant sur, ce premier motif, pour vous, le signal prix fait, la part des choses. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Donc, c'est d'abord et avant tout un sujet de fiscalité entre, l'électricité et le gaz? Oui, c'est avant tout un sujet de fiscalité. Aujourd'hui, si on regarde par exemple l'Agence européenne des pompes à chaleur, elle estime que pour qu'une pompe à chaleur soit économiquement plus avantageuse qu'un chauffage au gaz, on doit avoir ce ratio prix électricité-gaz à un maximum de 2. Donc que l'électricité ne coûte pas 2 fois plus cher que le gaz. Et malheureusement, dans beaucoup de pays européens, la réalité est que l'électricité coûte bien plus que 2 fois plus que le gaz. Deuxième motif, Alice Moscovici, au-delà du prix, si on tire le fil de l'électrification, par quoi faut-il poursuivre? Il faut également avoir finalement un cadre réglementaire et des mécanismes de subvention qui sont clairs, qui sont lisibles, mais au-delà de ça, qui soient stables dans le temps. On voit aujourd'hui des politiques publiques françaises, mais également européennes, qui sont un peu incohérentes les unes avec les autres et qui ne vont pas favoriser cette électrification. Est-ce que tous les États membres aujourd'hui, au vu de leur situation, énergétique, au vu de leurs, particularités, ont les mêmes intérêts? Est-ce qu'on a tous, États membres, intérêt à aller, dans le sens de cette électrification? Bien, la guerre actuelle nous prouve que oui, si on veut tous justement, on en parlait, décorréler le prix de l'électricité de la volatilité des prix du gaz, on a tout intérêt à décarboner notre mix électrique et à intensifier notre électrification. Comment penser, les énergies, renouvelables dans ce paysage que vous, dessinez?
ici justement? Où les placer et quelle place leur donner dans cette stratégie? Oui, on voit beaucoup au niveau français finalement un débat qui tourne beaucoup autour de énergie renouvelable ou nucléaire. La réalité française d'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin des deux. On ne peut pas seulement se satisfaire d'un nucléaire, on ne peut pas seulement se satisfaire d'énergie renouvelable. Il faut allier les deux pour permettre de finalement garder notre mix électrique décarboné tel qu'il est. Euh, Donc le nucléaire, au fond, ce n'est pas un sujet fondamental. En tout cas, ce ne devrait pas être un sujet de débat, selon vous? non, le sujet de débat, il doit avant tout être celui de sortir de la dépendance des énergies fossiles. Sur maintenant, j'allais dire aussi, toutes les technologies du renouvelable, parce que là, on parle de fiscalité, de cadre réglementaire, de prix, mais la Chine, d'autres pays ont pris, quant à eux, une avance considérable en matière de conception des technologies, liées aux renouvelables. On pense, aux panneaux solaires, aux éoliennes, à l'ensemble, bref, des technologies qui inondent désormais une part, du marché européen. Là aussi, comment, donner le change? Comment se positionner par rapport à cette, nouvelle concurrence qui, s'accélère par ailleurs? Donc évidemment, la Chine aujourd'hui domine en termes de technologie propre, hein, donc on appelle ça les clean tech. Aujourd'hui, on a des politiques industrielles qui sont mises en place par la Commission européenne. On pense au Clean Industrial Deal, hein, donc le pacte pour une industrie propre qui est mis en place depuis l'année dernière, qui justement essaye de mettre en place des politiques industrielles pour favoriser l'émergence de filières européennes qui peuvent être justement capables de rivaliser avec la Chine. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que les investissements proposés par l'Union européenne permettront justement ce rattrapage essentiel? Pour le moment, non. Surtout lorsqu'on compare avec les subventions qui ont été attribuées par la Chine il y a de cela une vingtaine d'années. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir voilà, mettre en place des politiques industrielles, une préférence européenne pour justement favoriser la demande, favoriser une offre européenne qui soit compétitive. Qu'est-ce que cela signifie, Alice Moscovici, lorsque l'Europe dit aspirer à devenir, je cite, un électrostate fondé sur l'électrification et la neutralité carbone en 2050? C'est quoi, au fond, l'idéologie, l'idée qui entoure ce concept d'électrostate? L'électrostate, c'est tout simplement, comme je le disais, favoriser une électrification, sortir de la dépendance que l'on entretient aux énergies fossiles pour devenir finalement plus indépendant énergétiquement parlant. Et puis, il faut aussi signaler la création d'un programme de relance des investissements dans le cadre de l'ETS. L'ETS, c'est le marché carbone de l'Union européenne. D'abord, ce marché carbone, pour commencer, quand a-t-il été créé et est-ce qu'il fonctionne effectivement? Alors, on a un marché carbone qui a été intensifié ces dernières années. Vous faites bien de le mentionner d'ailleurs parce que le marché carbone européen est souvent la cible de plusieurs attaques de plusieurs États Mhm. membres dès que l'on a finalement une crise énergétique, bien qu'elle soit exogène. On accuse finalement le marché carbone européen de renchérir les prix, à la fois pour les industriels et à la fois pour les ménages. C'est ce qu'on a vu en 2022 hein, avec la Pologne qui accusait déjà l'ETS de renchérir les prix. On le voit aujourd'hui avec l'Italie, avec la Pologne à nouveau. Il faut bien comprendre que le marché carbone européen, l'ETS, c'est avant tout mis en place pour inciter les industriels à se décarboner. Le marché carbone européen, il applique tout simplement le principe du pollueur-payeur et c'est ce qui va inciter nos industriels à se décarboner, industrie qui aujourd'hui représente quand même 20% de nos gaz à effet de serre. Et il fonctionne aujourd'hui, les industriels européens sont obligés de passer par cet ETS, ce marché carbone justement s'ils souhaitent polluer ou non en Europe? Oui, exactement. Vous allez acheter finalement des quotas pour un certain niveau de gaz à effet de serre que vous allez émettre. Ce que l'on observe, c'est que ce marché carbone européen, il fonctionne très bien. Il a permis de réduire les émissions à des niveaux importants. Aujourd'hui, certains secteurs industriels bénéficient d'allocations gratuites, donc de quotas Mhm. pour émettre finalement des émissions de manière gratuite sans avoir à les payer. Ces allocations sont pour l'instant données à certains industriels, mais elles vont disparaître d'année en année jusqu'à leur disparition en 2034. Pourquoi Alice Moscovici utiliser alors ce marché carbone, cet ETS, pour organiser un programme de relance des investissements? En quoi justement ce marché favorise-t-il cette relance et même la capacité de l'Union européenne à trouver des fonds et des investissements?
Donc, le marché carbone européen, il va générer du coup des revenus que les industriels donc, vont payer. Ces revenus vont être redistribués dans les États membres et les États membres vont pouvoir utiliser ces revenus à des fins de décarbonation. La chose que l'on observe seulement en ce moment, c'est que seulement 5% des revenus qui sont générés par l'ETS sont redistribués aux industriels. Donc on a finalement tout un levier, beaucoup de revenus qui pourraient être utilisés pour inciter et pour aider à la décarbonation de l'industrie, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore aujourd'hui. Merci beaucoup Alice Moscovici. Je rappelle que vous êtes chercheuse en politique industrielle et énergétique au Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Et merci également à celles et ceux qui ont fait penser cette émission: Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, Inès Bouffartic, Sébastien. À la réalisation, Léa Racine.